Donc, est-ce que vous avez entendu parler de l'exemple du cas concret de Munich, ville d'Allemagne, quant à son traitement et sa gestion de l'eau? Et sur certains points, oui, je connais un petit peu, et notamment sur l'approvisionnement. Et donc, comme on a dit, la qualité des eaux, au départ, si vous venez avec de l'eau pure, vous aurez beaucoup moins de soucis pour pouvoir, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Et donc, les Munich a passé des contrats avec des exploitants de zones agricoles où se trouvent des nappes d'eau et ces accords permettent d'éviter de polluer ces nappes d'eau en mettant moins d'engrais ou pas d'engrais, pas de... En amont, quoi. Non. Voilà, c'est un traitement amont avec des zones de garantie. Ça existe sur les exploitants d'eau minérale qui font ça aussi. Là, en Allemagne, c'est une ville qui carrément essaye de garantir la totalité de son approvisionnement en qualité. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne orientation? Ah oui, complètement, oui. 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 Bah, tout le monde y gagne, hein, c'est-à-dire que la qualité de l'eau s'arrange, mais l'environnement extérieur aussi est gagnant sur ce point-là. Enfin, l'environnement il est toujours extérieur. Mais... Voilà. Et vous pensez que l'eau est un bien rare? L'eau douce est un bien rare? Eh bien, l'inquiétude, c'est qu'il est un bien en voie de raréfaction. Donc l'eau douce en quantité commence à manquer. Il y a des sécheresses assez importantes, et y compris dans nos pays dits civilisés. On disait que nous sommes en Vendée l'été, on manque d'eau. Ça c'est clair, il faut importer de l'eau d'ailleurs, par des canalisations, etc. Et la qualité de l'eau, parce que c'est pas le tout d'avoir des quantités, mais c'est la qualité aussi qui devient très problématique. Donc c'est pas le tout d'avoir de l'eau, mais encore faut-elle qu'elle soit propre. Voilà. Donc, et ces choses-là, il va falloir veiller de façon très, très poussée à assurer cette qualité, cette quantité d'eau. Qu'est-ce que c'est que l'assainissement et en quoi est-ce qu'il est essentiel? Est-ce qu'il est difficile en ville, toujours dans la perspective de la ville? Oui, alors l'assainissement, c'est récupérer les eaux usées et de les traiter de telle manière à ce qu'on les rejette avec une qualité au moins équivalente au milieu naturel. C'est la loi française, hein, la loi sur l'eau qui vous oblige à ça. Donc il faut récupérer les eaux. On ne récupère pas les eaux n'importe comment. Il faut des réseaux différents entre les eaux de pluie, les eaux usées des toilettes, etc., les eaux grises, les eaux noires. Donc c'est assez compliqué. Par exemple, des villes comme Nantes n'ont pas de système de collecte individuel eau usée, eau de pluie. Si bien qu'il y a des stations d'épuration faramineuses à Nantes parce qu'il faut traiter toute l'eau. Hein, ça coûte une fortune. Donc il y a déjà des réseaux installés, plus des usines, des installations qui sont proportionnées en fonction du nombre d'individus de la communauté et aussi de la qualité des effluents. Et donc là, on a Effluent? C'est-à-dire tout ce qui sort de nos tuyaux. Hein. Ce qui sort des maisons n'est pas la même chose que ce qui sort des usines, de ce qui peut sortir d'un hôpital ou d'une conserverie de poissons. Et donc, l'assainissement est un peu compliqué parce que ce n'est pas les mêmes traitements, etc. Voilà. Donc c'est une chose largement aussi importante que l'approvisionnement. On l'oublie toujours, mais c'est largement aussi important que l'approvisionnement. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de l'assainissement dans les pays en voie de développement? Alors, de ce que je sais, c'est que c'est un vrai problème, justement parce qu'on a d'abord essayé de trouver les solutions pour approvisionner, en oubliant que l'assainissement était très important. Donc il y a des programmes de l'ONU, etc., le PNUD, le PNUD, je crois que ça s'appelle PNUD, notamment sur les toilettes dans les pays de développement, c'est-à-dire la collecte, de ne pas avoir à faire des déchets partout dans la nature, n'importe où, pollués. Donc récupérer par des toilettes et des usines de traitement tous ces déchets, car c'est aussi important puisque ça, il y va de la santé publique, quoi. Et on s'est quand même aperçu un peu tardivement que c'était largement aussi important.
Comment économiser l'eau dans une maison, à votre avis? Oh, bah, il y a plein de solutions, quoi, hein. Alors déjà, c'est de se dire que les petites économies sont toujours intéressantes, même si elles sont, d'un point de vue volume, pas forcément. Évidemment, couper l'eau quand on se lave les dents, c'est pas beaucoup, mais c'est le principe. C'est-à-dire, c'est l'exemplarité. Déjà, tous les petits gestes sont bons. On peut économiser l'eau en diminuant la pression d'entrée. Les pressions d'entrée d'eau sont très importantes en France. On peut diminuer la pression, donc on consommera moins d'eau, mettre des appareils qui font de la mousse. Il y a plusieurs, enfin il y a plein d'astuces à ce niveau-là, quoi. Il y a, par exemple, je sais que pour les chasses d'eau, comme il n'y a pas besoin de 10 litres par chasse, les gens placent un volume comme une brique dans le réservoir et vous n'avez plus que 9 litres. Bon, ça fait 1 litre à chaque. Il y a plein de manières d'épargner l'eau. Et alors, ce qui consomme beaucoup d'eau et qui est un peu pernicieux, c'est les fuites d'eau. Et de bien faire attention que on n'a pas de fuite d'eau dans son service, enfin dans sa maison, et notamment dans les endroits qu'on ne voit pas, dans les zones souterraines, etc. Et parce qu'une grande partie de l'eau, et ça on le sait assez peu, mais jusqu'à 30 à 40% de l'eau potabilisée se perd dans les réseaux, et, parce que les réseaux fuient, etc., et y compris dans les maisons. Donc voilà, on peut toujours économiser. Combien faut-il d'eau réellement potable pour subvenir aux besoins d'une famille? Euh, Ça, j'avoue que... Alors, j'ai des chiffres, mais je pense qu'on compte en gros 120 litres, c'est un chiffre comme ça, mais 120 litres, 150 litres par personne et par jour. C'est déjà les personnes qui vont bien se laver, et bien... hein, voilà. Donc, vous multipliez par le nombre de personnes, mais je pense qu'il y a des gens qui vivent avec 80 litres par jour. Alors, je mets là-dedans les douches, les bains. Alors, les bains, bien entendu, c'est plus très à la mode. Mais les douches, et puis les toilettes, etc., les arrosages, les choses comme ça, voilà. Une question, l'eau de pluie est-elle buvable sans dommage pour la santé? A priori, oui. Oui, oui, elle est buvable sans dommage pour la santé. Tout dépend de l'endroit où elle est tombée et où on l'a stockée. On peut parfaitement boire de l'eau de pluie venant de citernes. D'ailleurs, il y a une grande partie du monde qui vit comme ça. Et si on veut être sûr, il y a des petits filtres qui vont vous rendre l'eau absolument propre et pure. Donc, alors que c'est interdit par la loi, soit dit en passant, la loi vous interdit d'utiliser de l'eau de pluie pour boire. Mais voilà. D'accord. Donc une dernière question, Monsieur Bégin, vous qui êtes un expert du développement durable et de l'eau, donc dans les années à venir, dans les décennies à venir, qu'est-ce que vous souhaiteriez comme progrès, comme avancée en ce qui concerne le traitement et la gestion de l'eau? Si on fait une sorte de synthèse. Bah, la synthèse, c'est grosso modo d'avoir des approvisionnements les plus propres possibles, la consommation la plus raisonnable possible, c'est-à-dire d'utiliser les qualités d'eau de façon variable, hein, en fonction des applications qu'on veut en faire, et d'avoir des traitements d'eau efficaces. Alors, dans cet esprit-là, moi j'avais un prof d'écologie qui nous expliquait que le meilleur moyen pour avoir de l'eau propre, c'était de rejeter les eaux, de prendre les eaux en aval et de les rejeter en amont. Grosso modo, ce qu'il nous expliquait, c'était qu'on était parfaitement capable de travailler en circuit fermé et de pouvoir, par exemple pour les grandes cités, être capable de gérer les mêmes quantités d'eau en permanence et donc de consommer beaucoup moins. C'est-à-dire avoir une sorte de circuit fermé Voilà, au niveau de l'eau. l'eau, Voilà. c'est-à-dire la quantité d'eau qu'on injecte la première fois dans le réseau doit être retraitée pour ensuite resservir dans le réseau. Voilà, si on veut, la question c'est de faire un petit peu, non pas d'utopie mais de perspective, on devra peut-être arriver à des circuits fermés comme il y a, alors j'ai pris l'exemple de l'ISS, dans l'ISS il fallait transporter toute l'eau qu'ils utilisent, donc elle est renouvelée qu'à 10% l'eau. Hein.
Donc les villes, un jour, seront peut-être amenées à recycler leurs propres eaux et les réinjecter. et les réinjecter. D'accord. Mais c'est pas aberrant quoi, comme système, parce que les eaux, je vous ai dit qu'il faut plusieurs qualités d'eau. Bah, peut-être que l'eau potable, on peut considérer que c'est dans le renouvellement, mais les eaux de traitement et de choses comme ça peuvent être des eaux retraitées. Ça se fait dans les industries, hein, par exemple. On retraite l'eau et on la réutilise après. Donc c'est absolument pas, c'est pas utopique, c'est plutôt très réaliste. Une réalité très proche. Ouais. Merci Monsieur Bégin pour votre intervention au sujet de l'eau et merci pour les élèves européens du projet Erasmus+, la ville Erasmus. À bientôt, chers téléspectateurs. Merci.